Bon, bah écoutez, bonsoir à tous, évidemment. Donc moi, Gabriel, je suis le président de la FFPA et Baptiste est membre du CA de la FFPA et on est tous les deux spécialisés sur les questions législation autour du poker depuis 2 ans puisqu'on travaille sur le sujet depuis 2 ans. Donc Baptiste vous l'a expliqué, cette vidéo se déroule en 2 parties. La première est prévue sans interactivité. Les responsables de club ont pu sur le forum poser des questions qu'on a notées, auxquelles on va répondre dans un premier temps sans interactivité avec les participants. Par contre, si nos réponses génèrent chez vous des questions, on vous invite bien sûr à les noter quelque part chez vous. Et c'est dans la deuxième partie de cette visio que vous pourrez donc intervenir. Nous, on essaiera de répondre du mieux qu'on peut à vos questions. Alors, on va commencer donc par les préalables à toute cette question de la législation autour du poker associatif. Et la base de nos échanges, de nos réponses est basée sur ces 4 critères que vous connaissez peut-être sûrement maintenant, qui sont issus d'une loi, l'article L320-1 du Code de la sécurité intérieure. Et donc cet article précise qu'il faut que 4 critères soient réunis pour qu'une activité de jeu et de hasard soit déclarée hors la loi. Enfin, que l'activité soit un jeu d'argent et de hasard, et comme les jeux d'argent et de hasard sont interdits hors opérateur agréé, du coup, c'est ce qui fait qu'à la fin, la structure est hors la loi. Donc, il faut la présence d'une offre publique, et comme l'offre publique, c'est le cadre familial, du coup, en club de poker, on a ce critère-là qui est présent. La présence même partielle du hasard, évidemment, le poker, il y a la présence du hasard, même si elle est partielle. Du coup, ce critère-là, c'est pareil, on ne peut pas l'éviter. Et donc, il y a 2 critères sur lesquels les clubs de poker peuvent s'appuyer pour être dans la loi. C'est l'espérance d'un gain et l'existence du sacrifice financier exigé. Donc, c'est la base de nos échanges et de nos discussions ce soir. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Il faut que ces 4 critères soient réunis pour être hors la loi. Si un des 4 critères saute, la structure est réputée ne plus être hors la loi et peut fonctionner. Alors, Gabi, si je me permets juste de rebondir là-dessus, Oui. Parce qu'on est là effectivement aussi pour introduire des nuances, et c'est ce qu'on commence à répéter au club. Si l'un des 4 critères n'est pas réuni, vous ne tombez plus sous le coup donc du CSI, du Code de sécurité intérieure. Donc, vous n'êtes plus dans une situation illicite de jeu d'argent et de hasard. Mais pour autant, et là pour l'instant on n'a pas de recul là-dessus, on ne sait pas s'il n'y a pas un autre organisme. Alors moi j'aime bien citer ça, je ne sais pas si c'est des arguments légitimes, mais on peut très bien imaginer que, par exemple, j'en sais rien, l'URSSAF, les impôts, ou n'importe qui d'autre, ou potentiellement les associations anti-addiction, vous tombent dessus. Mais d'un point de vue strictement légal sur les jeux d'argent et de hasard, si un des 4 critères saute, vous n'êtes plus, comment on peut dire ça, vous n'êtes plus hors la loi vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si j'étais clair. Ils te le diront après. Donc, un préalable très important, malgré les derniers événements dont on parlera sûrement, la loi n'a pas changé. Les recommandations de la FFPA et sa charte n'ont pas changé. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une interprétation qui a été faite de la loi par un magistrat Bourgogne-Franche-Comté, que cette interprétation est un petit peu différente, a priori, de ce qui était dans la charte. Donc c'est ce qui crée cette tension actuelle, mais on souhaite insister là-dessus. La loi n'a pas changé, et la loi est la même depuis 2020. Donc même quand on a commencé à travailler sur le sujet il y a 2 ans, la loi était déjà celle qui est appliquée aujourd'hui, qui était appliquée depuis 2020. Donc il faut s'enlever de la tête le fait que les lois changent. Non, nos recommandations non plus, mais il faut qu'on arrive à s'adapter, puisque les seuls qui décident à la fin si la loi est respectée ou pas, ce sont les magistrats. Et là, en l'occurrence, un procureur est un magistrat, et pour l'instant, il s'appuie
potentiellement sur une interprétation différente. On ne saura pas, hein, tant que le jugement ne sera pas fait, le jugement du 18 juin, mais voilà, ce qui est nouveau, c'est ça, c'est pas la loi. Et pareil, pour rebondir là-dessus, la justice est au niveau local. Donc effectivement, par rapport à l'affaire Chouette Poker dont on parlera, j'imagine, et le communiqué qui en a découlé, c'est effectivement le procureur de Dijon, si je dis pas de bêtises, qui a décidé de mener une action contre ce club de poker. La problématique dans cette histoire, c'est que donc pour rappel, pour ceux qui ne savaient peut-être pas, la charte et nos préconisations depuis 2 ans sont faites en accord et de concert avec les juristes du service central des courses et des jeux, donc des gens qui sont dans le milieu tous les jours. Et la charte a été validée effectivement par le SCCJ. Pour autant, et c'était juste pour rebondir là-dessus, le procureur de Dijon a décidé de mener une action là-dessus. L'ironie de la situation, si vous voulez, c'est que le procureur de Marseille aura potentiellement une autre interprétation. Le SCCJ, du coup, en a une autre, puisque c'était ce qu'il y avait dans la charte. Et que c'est pour ça que la FFPA, mais on en reparlera, s'intéresse, mais de loin, à cette affaire, c'est qu'on est à un niveau local. Donc, de toute façon, il ne faudra pas forcément tenir compte de ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça nous permet de rebondir évidemment sur le préalable suivant, c'est-à-dire que cette harmonisation entre le SCCJ, qui est une entité nationale basée à Nanterre, et les correspondants locaux des courses-jeux, des courses et jeux, bah, cette harmonisation, elle est encore en cours. C'est pour ça qu'on constate des disparités d'interprétation ou des disparités de doctrine locale. Bah, écoutez, là-dessus, pour l'instant, nous, on ne fait que déplorer et constater ça, mais on sait que le SCCJ à Nanterre travaille sur cette question-là de toute façon. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on constate des interprétations qui, localement, peuvent être pour l'instant différentes. Alors, on va démarrer par les questions qui ont été posées sur le forum, et il y a d'abord des questions qui portent sur la FFPA. Et donc, la première question était, la FFPA pourrait-elle valider et conseiller les clubs quant à leur bulletin d'adhésion pour être sûr d'être dans les clous? Alors, sur cette question-là, oui, on l'a toujours fait. Dès qu'un club nous sollicitait pour une demande sur son bulletin d'adhésion, ça fait 1 an et demi qu'on a mis en ligne la charte. Et depuis ce moment-là, on conseille les clubs sur le forum par rapport à leur bulletin d'adhésion. Et on continuera bien sûr à le faire dès qu'on sera sollicité sur cette question-là. Question suivante. Que conseille la FFPA aux clubs qui, en région, sont face à d'autres clubs structures qui ne respectent pas la loi, et quelle est la marche à suivre? Alors, sur cette question-là, la FFPA a mis en place depuis un petit moment maintenant, en interne, avec l'aide de ses référents régionaux, on a mis en place une procédure qui n'est pas visible de tout à chacun, mais qui existe, où quand on a une affiche ou un tournoi signalé comme étant suspect, on va dire, qui a priori pourrait ne pas respecter la loi, on a une démarche, une procédure qui est faite, qui n'est que une procédure pédagogique et bienveillante vis-à-vis de la structure. On les prévient qu'ils prennent un risque si nous, on pense qu'en effet, il y a un risque. On ne fait que prévenir pour le moment, enfin pour le moment, on ne fait que prévenir ces clubs-là. On n'a pas de vocation à s'ingérer dans le fonctionnement des clubs, ni à dénoncer auprès des autorités. On a une démarche, pour l'instant, on a une démarche pédagogique à l'intention des structures qui organiseraient des tournois illégaux. Vas-y, Baptiste. Oui. Donc, comme tu le disais, effectivement, cette procédure est pour l'instant interne. Le fait que la question a été posée nous oriente peut-être sur le fait de l'ouvrir aux clubs adhérents. On y travaille, c'est des questions qu'on va se poser, mais effectivement, pour l'instant, c'est lié à l'organisation interne de la FFPA. Donc, même si vous voyez des tournois passer sur Facebook, etc., potentiellement, on les a contactés.
on les a envoyés vers la charte en disant attention, c'est risqué, on a mis en place un document, vous pouvez regarder pour vous tenir informé, ou du moins pour prendre connaissance de la loi. Peut-être qu'à terme, on inclura dans ce process-là les clubs qui, effectivement, constatent au quotidien qu'il y a des tournois dits borderline. Et donc actuellement, si en effet si les clubs constatent des choses, c'est par le forum que ça doit se passer. Les référents régionaux s'approprieront la démarche et on fera les signalements tels que la procédure existe actuellement. C'est pas très français. Une évolution de tout ça est en effet en réflexion, mais il faut que, enfin, avant qu'on mette en place des procédures, je pense qu'il est important qu'on soit sûr de pouvoir répondre à la demande. Et pour l'instant, je ne suis pas certain qu'on ait les moyens de le faire. Donc, on réfléchit à un moyen pour aller plus loin que ce qu'on fait actuellement, mais en pouvant assumer cette modification de procédure. Voilà. Là, notre préconisation à l'heure actuelle, puisqu'on nous pose la question, c'est si jamais vous voyez quelque chose et que vous souhaitez en faire part à la FFPA, rapprochez-vous de votre référent régional, envoyez-lui les infos et le référent régional, effectivement, transmettra sur le process interne. Est-ce que la FFPA envisage d'auditer et valider le fonctionnement d'un club avant de valider son adhésion? Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça demande un travail de fond, ça demande un travail de mise en place. Voilà, c'est quelque chose une question qui pourra se poser plus tard, mais ce n'est pas prévu pour le moment. La FFPA prévoit-elle de proposer la gratuité à ces clubs de la même manière que les clubs doivent faire confiance à leurs adhérents en leur proposant la gratuité pour pouvoir reproposer des prize pools pour le CFEPA? J'imagine que ça c'était une remarque pour le CFEPA, j'imagine, c'est Ludo qui l'avait rajouté par rapport à la question initiale. Alors sur cette question-là, la FFPA, elle n'a fait que se conformer à la loi. Comme tous les clubs à qui on a conseillé de le faire, la FFPA s'est aussi posé la question de son fonctionnement interne et s'est mise en conformité en faisant en faisant le choix de l'obligation d'adhésion et de licence, mais l'accès à la compétition par équipe, le CFEPA, à la fin, la compétition n'offre pas de dotation. Donc on a bien supprimé l'espérance de gain, on a supprimé un des 4 critères, donc la FFPA respecte la loi. En ce qui concerne le championnat individuel, certes, il y a toujours cette licence obligatoire à la base, au départ, mais le championnat se termine en casino, donc organisé par un opérateur de jeu agréé. Et donc, on respecte également la loi, puisque là, on rentre dans l'organisation par des opérateurs de jeu agréés. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que notre fonctionnement respecte la loi. On s'est posé la question, comme tous les clubs, et pour l'instant, les choix sont ceux-là. Tant que la loi n'aura pas été modifiée ou amendée, on se conformera à la loi existante. Et pour l'instant, la FFPA respecte la loi comme tous les clubs, comme on l'a demandé, enfin non, demandé, comme on l'a préconisé à tous les clubs. Je ne sais pas si Baptiste, tu veux rajouter quelque chose. Non, tu as tout dit, Non. je pense. Voilà. La FFPR envisage-t-elle de se déplacer le 18 juin à Dijon pour le procès Chouette Poker? Envisage-t-elle de se porter partie civile? Vous voyez, on ne s'est interdit aucune question, y compris celle-ci. Alors, est-ce que la FFPA se déplacera le 18 juin à Dijon? Oui, on essaiera d'être présent sur place ce jour-là en tant que spectateur de l'audition, puisqu'elle sera publique. Par contre, sur la question de se porter partie civile, alors on s'est posé la question. Par contre, on s'est renseigné et rapidement, on s'est rendu compte que, en tant que personne morale, toutes les associations ne peuvent pas se porter partie civile. Il faut respecter certains critères assez stricts. Et nous ne respectons pas ces critères-là.
Donc, on s'est arrêté là dans la réflexion par rapport à la question de se porter partie civile ou pas. On passe à une autre partie des questions qui ont été posées sur le forum, les adhésions au club, les dons. Pardon. Quelle formule pour adhérer l'an prochain? Adhésion gratuite et donc zéro rentrée d'argent, pas d'argent pour adhérer à la CFA, ou bien adhésion payante et donc zéro espérance de gain, perte de sens pour les adhérents. Alors, la réponse à cette question, elle se fait sur plusieurs plans. Déjà, c'est pas binaire, c'est pas soit adhésion gratuite, soit adhésion payante. Ça fait 1 an et demi qu'on préconise un entre-deux pour se conformer à la loi. Il s'agit là souvent on a préconisé de proposer la gratuité pour que chaque joueur puisse entrer au club gratuitement et donc il n'y a pas d'espérance de gain exigée de la part du club puisqu'il propose cette gratuité. Il faut savoir que la très grande majorité des clubs qui l'ont mise en place depuis 1 an et demi constatent que l'immense majorité des joueurs jouent le club, jouent le jeu, pardon. Et donc les adhésions voilà, les joueurs participent financièrement à la vie du club de manière volontaire pour les clubs qui ont proposé cette gratuité. Il faut savoir que les clubs peuvent s'ouvrir et généraliser l'appel aux dons. Les clubs peuvent, pour leur fonctionnement, appeler aux dons indépendamment de l'organisation de tournois de poker. C'est une association qui a le droit de demander des dons. Il faut savoir que cet appel aux dons fonctionne également plutôt bien quand c'est mis en place. Et c'est une source de financement qui pallie correctement pour l'instant pour les clubs qui l'ont mis en place, aux problèmes, enfin aux besoins de financement des clubs et de leur financement pour le fonctionnement. Et je rebondis sur un truc qui a été écrit dans cette question, puisque adhésion payante et donc zéro espérance de gain, perte de sens pour les adhérents. Moi, je rebondis sur la perte de sens pour les adhérents s'il n'y a pas d'espérance de gain. Il y a des clubs, il y a des structures où ça fonctionne sans espérance de gain, sans rien à gagner à la fin, et ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens, ils vont en connaissance de cause, ils vont pour la compétition. Donc c'est un enjeu de compétition, il n'y a pas d'enjeu de gain, de choses à gagner à la fin, mais ça fonctionne dans certaines structures. Donc c'est pas. Alors certes, actuellement, dans l'esprit d'un joueur de poker, évidemment, le gain est quelque chose d'important. Mais il faut savoir que cette compétition sportive a du sens. Donc je pense pas qu'on puisse affirmer que l'espérance de gain entraîne l'absence d'espérance de gain entraîne une perte de sens. Et puis nous, notre compétition par équipe, elle ne propose pas de gain à la fin. Et pourtant, c'est une compétition qui motive encore énormément de clubs dans toute la France. Donc voilà pour la réponse à cette question. Il y a des solutions pour fonctionner, pour avoir des rentrées d'argent pour le fonctionnement du club. Et donc, c'est pas soit gratuit, soit payant. Il y a des solutions intermédiaires et on est là pour les expliquer. Est-ce qu'il y a des exemplaires types de bulletins d'adhésion prévus? Alors, pour l'instant, c'est pas en place, mais on envisage on envisage de proposer des bulletins types de manière plus lisible, peut-être public d'ailleurs sur le site, qui pourrait servir de modèle au club dès l'an prochain. Alors, en fait, pour ceux qui sont des aficionados du forum, et Dieu sait, vous êtes nombreux dans ce cas, Alain David, avait proposé dans un post dans les sujets de la législation, effectivement, un bulletin d'adhésion type. Là, le but, c'est effectivement, comme le disait Gabi, c'est d'aller plus loin et d'aller directement le proposer sur le site web dans la rubrique club et fonctionnement, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour que n'importe quel club qui se renseigne pour se mettre à jour ou ne serait-ce que pour créer une association de poker, d'avoir toutes les informations directement disponibles sur notre site et donc avec accès libre. Les adhésions online des clubs strictement payantes offrent
offrant strictement des activités avec un partenaire online agréé sont-elles toujours dans la légalité? Bah oui, oui, ça, il n'y a rien qui a changé sur cette question, puisque les opérateurs online sont des opérateurs de jeux agréés, donc vous êtes dans la légalité. Alors, juste je précise, parce qu'à l'époque, sur le forum, effectivement, on nous avait posé la question. Ces adhésions online, donc avec cotisation obligatoire, elles sont valables à partir du moment où vous n'offrez rien en live. Parce qu'il y avait des clubs qui se posaient la question. Je ne sais plus l'exemple, mais c'était un truc du genre les meilleurs joueurs des championnats online, est-ce qu'on peut les qualifier à une finale live, par exemple? C'est pas possible. C'est pas possible parce que du coup, là, on se retrouve avec un entre-deux qui n'est pas souhaitable. Donc, si vous faites des adhésions avec cotisation obligatoire, c'est vraiment que sur le online, il ne faut pas qu'il y ait de live dedans. Et quand je dis il ne faut pas de live, c'est du live organisé par le club. Je pense notamment par exemple au Winamax Club Trophy. C'est organisé par le partenaire online pour ceux qui sont partenaires Winamax. Donc ça, c'est OK. Mais il ne faut pas que ça touche à l'activité live du club. Si une association fonctionne uniquement avec des dons volontaires, peut-elle néanmoins offrir en fin de saison des tickets ou autres gains financiers à ses premiers au classement? Donc là, dans ce cadre-là, la loi est respectée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, pardon, de sacrifice financier exigé, puisque ce sont des dons volontaires. Et dans ce cas-là, l'association fait ce qu'elle veut de l'argent qu'elle a récolté, et y compris, elle peut financer des lots ou des gains en fin de saison. Alors attention, nous, ce qu'on préconise, c'est d'être raisonnable dans ce qui pourrait être des gains donc financiers. Là, on rentrerait dans d'autres considérations, d'autres problèmes. Et nous, qu'on pense que dans le poker, dans le cadre du poker associatif, il faut rester raisonnable si vous envisagez des gains financiers à la fin du championnat. Dans le cadre d'un main event free roll avec dotation annoncée, événement avec buvette, peut-on proposer un repas à 30 € au lieu de 10 € habituellement, sans obligation de consommation? Doit-on laisser, pardon, le repas, il y a une faute, à 10 € disponible sans consommation obligatoire pour justifier que ce n'est pas un buy-in déguisé? Alors, euh, il faut, s'il n'y a aucune obligation de consommation, que ce soit du repas, que ce soit des boissons, il n'y a aucune contrainte de montant sur les repas et sur les boissons. C'est-à-dire que vous avez organisé un événement, il est free roll, aucun sacrifice financier exigé. C'est l'événement poker qu'il y a. Il y a une buvette sur place. Si vous n'obligez pas les gens à aller boire ou à prendre un repas, il n'y a pas de buy-in déguisé puisqu'ils ne sont pas obligés de manger sur place ou de consommer sur place. Donc, la réponse est oui, s'il n'y a pas d'obligation de consommation. Accepter des dons volontaires le jour J d'une manifestation est-il possible? Sinon, comment récolter des dons? Si un don est effectué le jour J après élimination, est-ce toujours considéré comme un buy-in déguisé? Alors, les dons, ils doivent être libres. Ils doivent venir, comme c'est écrit sur la question d'ailleurs, hein, ils doivent être volontaires. Alors, que ces dons aient lieu le jour J, avant, toute l'année, après élimination ou pas, peu importe, c'est un don qui reste volontaire, vous n'avez rien exigé des gens. Dans ce cas-là, il n'y a pas de, vous n'allez pas contre la loi. Après, il faut faire attention, et c'est là qu'on rentre dans la période un petit peu compliquée actuelle, enfin dans le sujet de la période compliquée actuelle, c'est parce que il faut absolument faire attention à ce que les dons faits par les gens ne soient pas corrélés au tournoi qui est organisé. Quand on voit sur certaines affiches, par exemple, que le prize pool est lié au montant des dons, eh bien, vous commencez à reconnaître que le tournoi est lié aux dons qui sont faits ce jour-là. Et donc, là, il se peut qu'un magistrat dise c'est un buy-in déguisé puisque le prize pool est lié aux dons. Donc, il faut être prudent sur cette question-là actuellement. Je précise juste, Gabi, je ne sais pas si tu as Bien donné sûr, bien l'exemple, sûr. et si tu l'as donné, désolé.
parce qu'on en discutait avec nous hier sur les questions, effectivement. Là, en l'occurrence, sur l'exemple qui est donné sur cette question, on peut imaginer, enfin pour illustrer le propos en fait, on peut imaginer quand vous faites votre tournoi, il y a une boîte à dons dans la salle. Les gens, ils mettent, je sais pas, ils mettent des chèques ou de l'espèce, ou même vous avez un TPE à disposition pour faire un don. Il n'y a pas de notion de avant le tournoi, pendant le tournoi ou après le tournoi, puisque c'est une boîte à dons qui est destinée à l'association. Donc, comme le disait Gabi, décorrélée de l'événement. Donc voilà, faut avoir en tête, c'est un peu cette image de boîte en libre service pour les gens qui passent devant et qui se disent tiens, je ferais bien un don à l'association, elle est sympa, et qui mettent de l'argent dedans. La question suivante, les dons doivent-ils être tracés dans un cahier de dons? Alors nous, ce qu'on préconise, c'est que bien sûr que c'est conseillé dans le cadre de la comptabilité de l'association. Comme toute entrée d'argent, ces entrées de dons doivent être enregistrées et enregistrées comme dons à l'association dans vos comptes. Voilà, je suis pas un expert comptable, mais il me semble alors j'ai pas les bons termes, excusez-moi, mais il me semble que dans le bilan comptable qu'il faut faire à la fin de la saison, il me semble que, il y a une catégorie qui est dédiée aux cotisations et une autre catégorie qui est dédiée aux dons. Donc pour ceux qui font le bilan comptable, normalement, vous faites déjà la différence parce qu'il y a 2 cases différentes à remplir. Quelle est l'utilisation possible des dons? Donc dans la mesure où ces dons ont été volontaires de la part des gens, d'un montant libre, l'argent récolté par le club, qui est par l'association de cette façon-là, le club fait ce qu'il veut de son argent récolté de cette manière-là. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez des dons que vous recevez de n'importe qui de vos adhérents ou d'autres personnes. Il faut juste être précautionneux. Si vous voulez utiliser ces dons pour acheter des lots, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est possible, pour récompenser vos joueurs. Il faut juste être précautionneux sur la manière dont vous allez utiliser euh, ces dons pour les gains, notamment si c'est des gains financiers. Et du coup, Gabi, comme il y a des gens qui ont posé, parce que tu vois peut-être pas le chat, comme il y a des gens qui ont posé la Ouais. question, qu'est-ce qu'on appelle être raisonnable dans les lots? J'ai proposé aux personnes qui posaient la question de la poser dans la deuxième partie parce que c'est une question intéressante. Mm. Question suivante. Est-il possible, je vais y arriver, de proposer une adhésion au format obligatoire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'association et de ne proposer en prize pool de fin d'année que des lots offerts par des sponsors sans financer aucun lot avec l'argent des adhésions? Alors là, on entre dans ce qui a été finalement une légende urbaine avant qu'on travaille sur ce sujet-là de manière assez précise il y a 2 ans. Au regard de la loi, quelle que soit la manière dont ont été financer les lots fournis à la fin, et même s'ils ont été donnés, ça crée l'espérance de gain. D'où, quelle que soit la source des lots et quelle que soit la source des gains. Donc, du point de vue du joueur, il va, il va même pas se soucier de savoir d'où vient le lot, si c'est un sponsor ou pas qui l'a gagné, qui l'a donné. Donc, il y a espérance de gain. Donc, il y a en plus, puisque dans la question, il y a un format, une adhésion, donc une cotisation obligatoire, et ben dans ce cas-là, il y a et cotisation obligatoire et espérance de gain. Donc, comme il y a le poker et comme il y a l'offre publique, la structure devient hors la loi. Donc, il faut s'enlever cette question de la tête. Il n'y a pas le fait de se dire les lots ne viennent pas des adhésions, ça ne vous empêche pas d'être mis en cause ou d'être embêté sur cette question-là. C'est ça, c'est en fait le SCCJ nous a donné un moyen simple, enfin moyen simple, c'est toujours relatif le simple, mais de savoir si c'est dans les clous ou pas. C'est en fait, comme le disait Gabi, c'est de se mettre à la place du joueur. Donc quand vous organisez quelque chose, eh ben, mettez-vous à la place du joueur. Je suis un joueur. Est-ce que je peux jouer gratuitement? Oui, non. Est-ce qu'il y a des lots? Oui, non. Si à la première question, il ne peut pas jouer gratuitement, et si à la deuxième question, il y a des lots, alors du coup, il y a les 4 critères. En fait, c'est vraiment ce qui aide
à avoir beaucoup de réponses à nos questions. C'est on se met à la place du joueur et est-ce que les 4 critères sont respectés de son point de vue? Si oui, on est hors la loi. On a eu pas mal de questions sur les tournois caritatifs. Comment mettre en œuvre un poker pouvant récolter des fonds pour une bonne cause? Y a-t-il une bonne pratique pour organiser un tournoi caritatif en toute légalité? Y a-t-il des conditions qui s'appliquent à la cause défendue, pas au bien-être d'un club sportif? Alors, j'allais commencer en disant malheureusement, mais du point de vue de la loi, il n'y a pas d'exception faite pour les tournois caritatifs. Ça reste un tournoi de poker. Et donc, on est dans les 4 critères si on oblige à faire des dons pour l'association et s'il y a des choses à gagner à la fin. Donc, en l'état actuel des choses et de la loi, il n'y a pas d'exception, donc les règles doivent être les mêmes, même pour vos tournois caritatifs. Voilà. Même si, bien sûr, on peut le regretter, hein, mais pour l'instant, il faut se placer du point de vue de la loi. Donc, un magistrat pourrait venir vous embêter, même si le tournoi est caritatif. Et pour rebondir sur la question précédente, parce qu'elles sont un peu en lien, mais du coup, je vais illustrer le propos qui lie les deux questions. Si vous faites un tournoi où vous demandez, par exemple, de faire un don de 20 € au Téléthon, c'est-à-dire que les gens qui font les chèques, c'est un chèque à l'ordre du Téléthon et pas du club, ça reste un tournoi qui n'est pas dans les clous, parce que du point de vue du joueur, le joueur, pour faire le tournoi, il doit faire un don de 20 € au Téléthon, et il y a des lots à gagner. Ce qui montre bien que cette notion de dire l'argent qui rentre est lié au lot, donc c'est illégal, mais si l'argent qui rentre n'est pas lié au lot, alors c'est OK, n'est pas viable, puisqu'on est quand même dans les 4 critères. Doit-on intégralement reverser l'argent collecté ou peut-on prélever une part de frais d'organisation sur ces dons sans le déclarer en amont? Alors, on était surpris par la tournure de la question. Ce qu'on souhaite faire comme réponse, c'est que si on part du préalable que le tournoi au départ est légal, il nous semble que le bon sens, que la morale doivent permettre au club de poker et à l'association caritative avec qui on travaille de prévoir les bonnes conditions de fonctionnement de tout ça en amont. Donc, il n'y a pas de réponse précise à faire là-dessus. C'est un accord à trouver entre le club et l'association avant, du moment que le tournoi est légal. Peut-on spécifier légalement une distinction entre un premier don pour l'association et un don pour la salle, pour l'organisateur, etc. Alors, bien sûr, c'est-à-dire que vous pouvez vous organiser un événement pour le bienfait d'une association. Ce tournoi est légal, il est accessible gratuitement, par exemple, ou bien il n'y a rien à gagner à la fin. Mais dans le cadre là, on est sur plutôt avec des choses à gagner à la fin. Donc dans la salle, vous mettez 2 urnes pour schématiser les choses, hein. Une urne qui est pour l'association caritative, avec les sous récoltés par l'association, et une autre urne pour financer la salle, qui sont des dons. Dans les 2 cas, ça doit être des dons volontaires par les gens et d'un montant libre. Peut-on organiser un free roll réservé aux membres d'une association reconnue caritative? Une adhésion est-elle possible le jour même? Alors, on a beaucoup échangé sur la question, Baptiste et moi, pour répondre à cette question-là. Oui, donc la réponse qu'on vous fait là-dessus, c'est que la réponse est oui, à condition qu'une gratuité d'adhésion ait été proposée à tout moment du processus d'adhésion, en amont du tournoi ou pendant. C'est pas parce que l'association n'est pas une association de poker que ça doit dispenser de la gratuité pour participer au tournoi de poker. Donc la question est toujours, le point de vue est toujours le même, hein, celui du joueur. Le joueur, il arrive là, il vient pour participer à ce tournoi de poker. A-t-il pu adhérer gratuitement à l'association caritative ou au club de poker pour pouvoir jouer au poker? Si la réponse est oui, le tournoi est légal.
En fait, pour mettre un peu le contexte, c'est que en fait, c'était une association effectivement où l'adhésion était obligatoire, mais le tournoi était gratuit. Mais en fait, ça ne change rien. Là, pareil, on est dans les 4 critères. Le joueur, pour participer au tournoi qui est estampillé gratuit, doit payer une adhésion obligatoire. Et ben, c'est un sacrifice financier indirect puisqu'il a l'obligation d'adhérer pour jouer au tournoi. Donc s'il y a des lots, et ben du coup, 4 critères, toujours pareil.